La famille Muliez, les propriétaires d'Auchan et de Decathlon, a transféré une partie de ses holdings en Belgique dès 2011. Les Wertheimer, héritiers de Chanel, eux sont partis en Suisse. Xavier Niel a installé certaines de ses structures au Luxembourg. Les Peugeot ont délocalisé une partie de leur patrimoine hors du pays. C'est pas des cas isolés et c'est pas non plus anecdotique. C'est des exemples parmi des dizaines de départs hors du pays, parfois publics et parfois discrets. Et pourtant, malgré tout, on entend partout que la France ce serait un paradis fiscal pour les milliardaires. Cette expression, elle a été répétée tellement de fois que c'est devenu une vérité dans l'opinion. L'expression, c'est devenu un cliché et l'idée martelée par des politiques, les médias l'agitent comme un symbole d'injustice sociale, les élites seraient protégées par un système fiscal beaucoup trop généreux. Et une partie de l'opinion finit par y croire. Je le dis direct, pour moi, c'est faux. Parce que si la France était vraiment un paradis fiscal, pourquoi est-ce qu'on voit année après année des grandes fortunes partir vers la Belgique, la Suisse, le Luxembourg ou Monaco? Pourquoi ces familles qui ont bâti des empires ici décident de déplacer leur résidence fiscale ailleurs? On quitte pas un paradis, on quitte un enfer. Le problème pour moi, c'est que déjà, le terme paradis fiscal est utilisé à contresens. Le terme actuel, il est déformé. Ce qui existe, c'est les niches, les avantages ponctuels et les outils d'optimisation. Mais globalement, la fiscalité française a rien d'un paradis. Ici, les impôts représentent près de la moitié du PIB et la pression peut aller jusqu'à 70 voire 80% sur certains revenus quand on additionne tout. On parlera un petit peu plus tard de ce qui est vraiment un paradis fiscal. Mais avant d'aller plus loin, je suis d'accord, la France attire encore certains riches. Pour certains, c'est le prestige du label Made in France. Pour d'autres, les infrastructures de qualité ou un marché du luxe qui reste une vitrine mondiale. Pas pour la fiscalité, ça c'est certain. Mais dans les faits, quand on regarde où va l'argent, où vont les sièges sociaux, où s'installent les familles fortunées, le constat il est implacable. La France est tout sauf un paradis fiscal. Mais comme j'ai pas envie de juste m'apitoyer sur le sort de la France, je proposerai tout au long de la vidéo des solutions pour aider à régler le problème. Et je t'invite également, toi qui regardes cette vidéo, à me proposer les tiennes en commentaire. Ou alors, si t'es totalement en désaccord avec moi, je te propose aussi de me le dire dans les commentaires en argumentant et s'il te plaît sans insulter. Je suis ouvert au débat, y a pas de souci. Tant que c'est respectueux. Comme je dis à chaque fois, j'ai pas la science infuse et je suis pas au courant de tout, donc je t'invite à me proposer ton avis. Je te remercie, toi qui le feras, et je te propose qu'on reprenne la vidéo. D'abord, faut être honnête, il y avait une période où les grandes fortunes pouvaient respirer en France. Mais comme je suis convaincu qu'on peut pas comprendre un débat sans savoir d'où il vient, je te propose de revenir à peine quelques années en arrière pour mieux comprendre la situation. On est entre 2007 et 2011, et le fameux bouclier fiscal vient d'être instauré. Son principe était très simple, limiter les impôts directs à 50% du revenu. Autrement dit, quoi qu'il arrive, l'État ne pouvait pas prendre plus de la moitié de ce que tu gagnais. Pour un milliardaire, c'était un garde-fou très puissant. Et surtout, ce bouclier, il venait pas seul. Il existait dans un système déjà rempli de niches et d'exonérations. L'ISF, par exemple, permettait une déduction d'impôt si on investissait dans les PME. Les œuvres d'art échappaient complètement à l'impôt, et y échappent encore aujourd'hui d'ailleurs. Des dispositifs comme Malraux et Girardin offraient des avantages massifs à ceux qui investissaient dans l'immobilier ou l'outre-mer. Même la philanthropie devenait un outil d'optimisation. En finançant des fondations, certains réduisaient drastiquement leurs factures fiscale. Résultat, à l'époque, la France donnait l'image d'un pays vraiment accueillant pour les grandes fortunes. Pas parce que les impôts étaient particulièrement bas, mais parce qu'ils étaient plafonnés et qu'il existait énormément de solutions pour les optimiser. Et on a les chiffres. À son apogée en 2010, environ 18 000 foyers ont bénéficié du bouclier fiscal. Mais faut préciser, parmi eux, seulement 1 millier de très gros patrimoines ont concentré l'essentiel des coûts pour l'État. Environ 700 millions d'euros de recettes fiscales perdues par an. Ce système, il a évidemment déclenché des polémiques. On accusait l'État de faire des cadeaux aux riches et de privilégier les milliardaires au détriment du reste de la population. La pression politique est montée jusqu'à ce que finalement le bouclier fiscal soit supprimé en 2011. Dans la foulée, les niches fiscales ont été rabotées, l'ISF a été remplacé par l'IFI, plus restreint mais concentré sur l'immobilier qui reste le patrimoine le plus dur à cacher, mais surtout la complexité a explosé. Au lieu d'avoir un cadre clair, les règles sont devenues encore plus instables et imprévisibles. Et c'est là que le basculement s'opère. Les années du bouclier fiscal avaient donné à la France, peut-être temporairement, l'image d'une nation favorable aux grandes fortunes et aux investissements. Mais dès sa suppression, le discours a changé. La fiscalité française est redevenue l'une des plus lourdes et des plus instables de l'Europe. Ce qui pourrait ressembler à un paradis pour certains privilégiés s'est transformé en un signal inverse. La France, c'était plus un refuge fiscal durable, mais un terrain miné où chaque avantage pouvait disparaître du jour au lendemain. Aujourd'hui, la fiscalité française est tout sauf accueillante. Elle cumule 3 défauts. Des taux élevés, une complexité administrative délirante et une instabilité permanente. On va commencer par les taux. L'impôt sur les sociétés est fixé à 25%. Ça peut paraître raisonnable si on le compare à ce qu'on a connu avant, mais si on élargit la comparaison, la France est championne. Si on compare à nos voisins européens, l'Irlande taxe à 15%, le Royaume-Uni à 19% et la Suisse tourne aux alentours de 12%. Ensuite, les charges sociales. C'est ce que ton employeur paye avant même de te verser ton salaire. Et c'est en moyenne 45% du salaire brut. En Allemagne, on est à 31%.
30% et en Suisse environ 27%. Concrètement, pour un salarié payé disons 2000 € net, il faudrait un brut d'environ 2600 € et l'employeur sort au final près de 3800 €. Là où pour le même coût employeur, en Allemagne t'aurais reçu 2291 € et en Suisse 2603 €. La différence, c'est un gouffre qui pèse directement sur l'embauche et la compétitivité. Ensuite, le capital. En France, les dividendes et les plus-values sont taxés avec la flat tax à environ 30%. Mais qui est passé à 33 il y a quelques temps. En Belgique, les dividendes tournent autour de 15%. Et ensuite, le régime varie, mais reste largement plus faible. Et à tout ça, il faut ajouter tous les impôts de production. Donc les CFE, les CVAE, les taxes foncières, qui pèsent encore près de 3,5% du PIB. C'est le record européen. Et surtout, ces impôts frappent avant même que l'entreprise fasse du bénéfice. Et c'est ça qui étrangle surtout les industries et les PME. Mais le pire, c'est que c'est pas seulement le niveau. Le pire, c'est l'instabilité. Les règles changent sans arrêt et chaque gouvernement modifie les barèmes, les seuils ou les exonérations. Les tribunaux eux-mêmes créent de nouvelles jurisprudences qui renversent celles qu'on pensait déjà acquises. Résultat, t'as aucune visibilité à long terme. On va prendre un exemple concret. Imagine une société d'une dizaine d'employés et qui génère 1 million € de bénéfices en France. Elle paiera déjà 250 000 € d'impôts sur les sociétés. À effectif constant et pour payer ses salariés au médian net, donc 2000 € par mois, ça représenterait près de 456 000 € par an, dont 144 000 € de cotisations patronales. Au final, il reste une marge nette beaucoup trop faible pour que ça reste attractif. Compare ça à une entreprise irlandaise ou suisse et la différence de rentabilité saute aux yeux directement. Et pourtant, paradoxalement, la France reste top 5 mondial des accueils des investissements étrangers selon la Banque mondiale. Mais faut pas se tromper sur cette analyse, c'est pas grâce à la fiscalité, c'est grâce à la taille du marché français, de ses infrastructures ou du poids de certains secteurs comme le luxe, l'aéronautique ou l'énergie. Autrement dit, la France est attractive malgré sa fiscalité, mais pas grâce à elle. Et c'est ça la contradiction centrale. Le discours officiel qui parle de paradis fiscal se heurte à la réalité vécue par les entreprises. Ceux qui peuvent fuir le font. Ceux qui restent, c'est parce qu'ils ont pas le choix. Ou parce qu'ils exploitent un avantage spécifique que seul le marché français apporte. On va prendre le cas de Bernard Arnault, patron de LVMH et première fortune mondiale en 2023. En 2023, encore une fois, LVMH, c'est 86,2 milliards € de chiffre d'affaires et 14 milliards de résultats nets. En France, ils payent environ 2 milliards d'impôts sur les sociétés par an. C'est plus que la plupart des entreprises du CAC 40 réunies. Ajoute à ça les cotisations sociales de ses 39 000 salariés en France, la TVA collectée sur chaque sac vendu, l'impôt sur les sociétés des différentes maisons du groupe et la flat tax sur les dividendes. La contribution est massive. On va comparer avec la Belgique qui a un taux d'IS à 20%, des charges sociales plus basses, une fiscalité sur les dividendes à environ 15% au lieu de 30%. Pour LVMH, ça représenterait près de 700 millions € d'impôts économisés par an. Et pourtant, Bernard Arnault garde son siège en France. Mais en 2012, il a très sérieusement envisagé d'aller s'installer en Belgique. Et du coup, la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a pensé si la France est aussi favorable? Mais pour l'instant, il a décidé d'y rester. Mais pourquoi? Alors là, et c'est que mon avis perso, c'est que l'étiquette du Made in France a une valeur inestimable dans le luxe. Mais aussi parce que sa proximité avec l'État et l'Élysée est stratégique. Et que la France, malgré tout, offre un écosystème unique dans ce secteur. Mais cette question rhétorique reste valable. Si la France est un paradis fiscal, pourquoi Bernard Arnault a sérieusement envisagé de partir en Belgique en 2012? Ou alors plus récemment ses nombreux voyages aux États-Unis et son rapprochement avec Donald Trump. Mais commence à m'égarer. Mais imaginons que lui ou d'autres grandes fortunes décident de réellement partir de France. Les effets sont connus et se mesurent déjà. Les grandes fortunes quittent déjà le pays et la liste est très longue. Mulliez, Wertheimer, Peugeot, Tapi et plein d'autres. Les familles industrielles, les grands actionnaires, les créateurs de start-up déplacent leurs avoirs. Les sièges sociaux, les usines et les investissements se délocalisent. Et l'évasion fiscale prospère, qu'elle soit légale via l'optimisation ou illégale via la fraude. Sur le long terme, les conséquences sont évidentes. Perte d'attractivité, fuite des talents, moins de capitaux, moins d'innovation et moins d'emplois. Entre 2000 et 2016, près de 42 000 contribuables assujettis à l'ISF ont quitté la France selon Bercy. Les startups françaises, elles, choisissent Londres, Berlin ou la Silicon Valley pour s'installer. Mais certains économistes comme Piketty ou Zuckman affirment que l'exil fiscal est marginal et que l'impôt sur les riches est juste et nécessaire. Mais la réalité est visible. Et à ça, je prendrais simplement l'exemple de la Norvège qui a décidé d'augmenter brutalement son impôt sur la fortune. Résultat, il y a eu un départ massif des fortunes, et le pays a fini par perdre davantage de recettes fiscales que ce que la mesure rapportait. Quand on parle de paradis fiscal, le premier exemple qui nous vient en tête, c'est la Suisse. Donc, on va étudier plus en détail la Suisse. L'impôt sur les sociétés, là-bas, varie selon les cantons, mais on est aux alentours de 12 à 18%. Les charges sociales sont environ 27%. La fiscalité y est stable et prévisible. Elle est également décentralisée et négociable canton par canton, ce qui offre une énorme flexibilité pour les entreprises. Résultat, des multinationales géantes comme Nestlé s'installent
Total à Vaud, Roche à Bâle ou Glencore à Zoug pour continuer d'y prospérer. La comparaison des niveaux de vie est encore plus frappante. Le salaire médian suisse tourne aux alentours de 6500 francs suisses, soit presque 7000 € au moment où j'écris cette vidéo, tandis qu'en France, on plafonne autour des 1900 €. Et ça, encore une fois, à cause des 25% d'IS, des 45% de charges sociales, de la fiscalité lourde sur le capital et d'un système centralisé et instable. Le contraste, il est net. La Suisse apparaît comme un paradis fiscal uniquement parce que la France est un enfer fiscal. Et c'est ça la différence. En Suisse, la fiscalité n'étouffe personne, elle attire au contraire. Alors oui, je suis conscient que la vie en Suisse est bien plus chère, que ce soit les loyers, la santé ou l'alimentation qui sont bien plus hauts, ce qui réduit l'écart. Mais la balance reste vachement favorable. En France, l'impression générale, c'est une asphyxie fiscale. Maintenant, j'aimerais revenir pour moi sur ce qu'est un paradis fiscal et je t'invite à me donner ta définition en commentaire. Un paradis fiscal au sens classique, c'est les îles Caïmans, le Panama, Malte ou Chypre. Donc des pays où l'impôt est quasi nul et le secret bancaire absolu. La France, encore une fois, a rien à voir. On est à 45% de prélèvements obligatoires ramenés au PIB, ce qui est l'un des taux les plus élevés de l'OCDE. Donc employer le terme paradis fiscal ici n'a aucun sens. C'est devenu une arme rhétorique pour diaboliser les riches. En fait, la France est un enfer fiscal. Que toutes taxes confondues, donc impôts sur le revenu, TVA, charges sociales, taxes foncières, cotisations diverses, le taux réel monte entre 70 et 80%. Et certains me rétorquent que la contrepartie à tout ça, c'est la qualité des services publics. Et je suis en partie d'accord avec cet argument, mais faut reconnaître que ces dernières années, la qualité de ces services publics s'est largement dégradée, malgré l'augmentation des impôts et des prélèvements. Mais à ça, je considère que c'est pas de la faute de la fiscalité, mais plus d'une mauvaise gestion des finances publiques. Mais on n'en parlera pas ici. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu veux une vidéo sur ce sujet-là. Mais ma définition du paradis fiscal, c'est pas comme à la Chypre où il y a zéro impôt et un secret bancaire. Pour moi, un paradis fiscal, c'est un pays où il y a un impôt, mais il est juste et proportionné, équitable également. Un pays qui te prélève juste ce qu'il faut pour fonctionner, mais qui te laisse la majorité de tes fonds pour toi et l'utiliser comme tu veux. Mais comme promis, j'aimerais te partager mes solutions pour corriger le tir et d'ailleurs, n'hésite pas à me partager les tiennes. C'est simple, la seule issue, c'est une simplification radicale du système. Aujourd'hui, il existe plus de 200 taxes différentes, dont beaucoup qui coûtent plus cher à collecter qu'elles rapportent. La logique, elle doit être inversée. Moins de taxes, moins de réglementation et plus d'investissement. Réduire les impôts et les charges, ça permettrait de redonner de la compétitivité aux entreprises et d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. La recette est parfaitement connue. Baisser les charges, notamment les charges patronales et les cotisations sociales, pour simplifier le système et attirer de nouveaux capitaux. Regarde l'Irlande avec un IS à 12,5%, elle attire des tonnes de multinationales et un PIB par habitant de près de 90 000 € en 2023. La France pourrait faire pareil. Elle pourrait redevenir attractive. Elle pourrait devenir un paradis fiscal. Pas seulement pour les milliardaires, mais également pour les classes moyennes, toi, moi et tous les citoyens. Parce que quand les entreprises respirent, elles investissent mieux, payent mieux et créent de l'emploi. L'argent que ton employeur aura pas dépensé en charges sociales, il pourra être redistribué sur ta fiche de paye. C'est pas de la théorie, c'est ce qu'on constate partout. Et la fiscalité française reste inchangée, le scénario est écrit. Délocalisation continue, perte de compétitivité et pouvoir d'achat qui chute par rapport à nos voisins. Et c'est un cercle vicieux qui s'installe. Plus on taxe, plus les capitaux partent, moins l'État récolte d'impôts, et donc plus il a besoin de taxer. Entre 2008 et 2018, la France a perdu 143 sièges sociaux de grandes entreprises, pendant que Londres et Amsterdam en gagnaient. La France, c'est pas un paradis fiscal. Ou plutôt, c'est plus celui qu'on nous répète constamment. C'est l'inverse. Les riches partent et la classe moyenne étouffe. Et pourtant, on continue à nous répéter que c'est le pays rêvé pour les milliardaires. Si elle l'était, les grandes fortunes resteraient. Mais elles partent. La Suisse ou la Belgique illustrent parfaitement ce contraste. Simplicité, stabilité et compétitivité. Pour moi, un paradis fiscal, c'est pas une absence d'impôts. C'est un système juste, clair et compétitif. Aujourd'hui, la France en est très loin. La vérité, c'est que c'est un enfer fiscal. Et ça finira par nous coûter beaucoup trop cher.